Alors, on en vient aux délibérations qui ont trait au sujet du logement. Et avant de rentrer dans ces délibérations, je propose de laisser la parole, comme il est de tradition, à Mario Gonzalez pour nous faire un bilan avant le dernier conseil d'arrondissement de l'année. La parole est à Mario Gonzalez. Merci, Monsieur le maire. Oui, c'est toujours l'occasion. Pardon ? C'est l'occasion de faire effectivement une synthèse des désignations, mais aussi de vous informer, chers collègues, sur quelques évolutions en ce qui concerne les modalités de désignation et de gestion du logement social. Alors, entre mars 2023 et octobre 2024, je rappelle toujours ce chiffre, 17 385 demandeurs du logement social dans le 18e, et la mairie du 18e désigne 126 logements. 17 126. Et sur les 276 792 inscrits, en Île-de-France, vous en avez 227 000 qui demandent le 18e. Alors, pour les désignations, il faut également retenir les échecs de désignation, qui sont quand même élevés, puisque nous avons eu 41 échecs d'attribution, et au total, il n'y a eu que sur les désignations que 67% des désignations qui ont abouti à une signature. Il y a encore une marge de progression à ce titre. Vous constaterez également qu'entre 2023 et 2024, nous avons eu beaucoup plus recours à l'OCANONCE pour une simple et bonne raison, c'est que nous avons constaté que pour les logements PLS, notamment les grands logements PLS, nous avions beaucoup d'échecs de désignation et que nous avons donc préféré que la demande, que le souhait d'habiter dans ce logement et payer ce type de loyer vienne du demandeur lui-même, et on a eu raison puisque nous avons moins d'échecs à ce niveau-là. On peut passer au slide suivant. Alors, autre particularité, c'est la diversité des profils des personnes. Alors, le plus important, c'est les agents villes, et j'y reviendrai, mais également les personnes à la rue. Et vous avez également des personnes qui sont déjà dans un logement HLM, et cela fait partie de l'application de la Convention relative aux mutations pour participer, contribuer à la mobilité au sein du parc social. On peut passer au slide suivant. Alors, la grande nouveauté pour la mairie du 18e, puisqu'il y a quelques années, nous nous sommes fait un petit peu taper sur les doigts, et à juste titre, c'est que nous n'appliquions pas les objectifs qui avaient été fixés par la ville, à savoir que 30% des logements soient désignés au profit d'agents villes. C'est désormais corrigé, puisque désormais nous avons, sur les 126 désignations, 57 agents villes qui ont été désignés en 2023 et 20 logements qui ont été réservés à des agents villes. Et si on passe au slide suivant, vous verrez que la répartition est très intéressante puisque désormais nous atteignons le taux de 24%. Donc c'est une très très nette amélioration et l'on peut s'en réjouir pour les agents villes et pour l'application des objectifs qui ont été fixés par la ville de Paris. On peut passer au slide suivant. Sur le motif de refus, alors le premier motif, ça reste le loyer trop cher, ce qui nous amène en réalité à une problématique à laquelle nous sommes confrontés pour les demandeurs de logements sociaux, c'est cette difficulté à conserver un dossier à jour, et notamment avec des revenus qui soient à jour. Et malheureusement, très souvent, là vous avez les chiffres, sur les 126 désignations en 2023, et sur les 41 refus, 10 pour loyer trop cher, ce sont souvent des dossiers qui étaient mal renseignés. Vous avez également la question du quartier, mais qui n'est pas la première des raisons, et vous avez des désistements après la commission d'attribution du bailleur social. Là, pour le coup, nous ne connaissons pas les raisons. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Sur les types de logements, eh bien, là encore, vous voyez que dans les désignations, le 18e, là où nous avons le moins de désignations, ça reste les logements F4, F5, les logements familiaux. Donc nous avons encore un progrès à faire à ce niveau-là. Sinon, en ce qui concerne la répartition entre les différents types de financement, elle est équilibrée. On peut passer au slide suivant. Voilà pour ce qui concerne les désignations. Donc vraiment, les deux grandes nouveautés, c'est
On est en train d'atteindre nos objectifs sur les agents villes, donc ça c'est une très bonne chose. Et donc oui, c'est surtout ça la principale nouveauté. Ah oui, et l'OCANONCE, le recours à l'OCANONCE pour un certain type de logement. Deux nouveautés sur les modes de désignation. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Vous savez que nous allons passer sur une nouvelle gestion des logements. C'est ce qu'on appelle la gestion en flux. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est extrêmement technique. Mais tout simplement pour vous résumer, avant, lorsque vous aviez un logement qui était construit, tel logement était réservé à un réservataire. Voilà. Et donc le logement situé, je ne sais pas, premier étage, porte droite, eh bien, allait être réservé, par exemple, à la ville de Paris. Désormais, ça ne va plus se passer comme ça. Chaque réservataire, donc chaque personne qui finance le logement social, à savoir la ville de Paris et l'État principalement, mais également l'Action Logement, eh bien, ces réservataires vont bénéficier d'un flux, vont bénéficier d'un stock qui sera négocié par les bailleurs sociaux à travers des conventions qui ont d'ores et déjà été signées et qui fixent les quotas par réservataire. Donc c'est une nouveauté qui donne pas mal de place aux bailleurs sociaux. Petite réserve sur la survie de ce système au regard des dernières déclarations du gouvernement et sur le poids que le gouvernement souhaite redonner aux maires. Et enfin, la réforme de la cotation. Cette réforme de la cotation, elle résulte tout simplement de la loi Elan. Je rappelle que la cotation, la ville de Paris n'a pas attendu la loi Elan et n'a pas attendu le législateur pour la mettre en place. C'était l'une des premières communes à la mettre en place. Et désormais, la cotation est obligatoire, elle est généralisée sur tout le territoire. Et cette obligation de cotation a amené aussi à une obligation d'harmonisation de la cotation. Et donc, il y a désormais un certain nombre de critères qui sont devenus des critères obligatoires, qui ont amené à revoir la politique de la cotation. On peut passer au slide suivant. Et donc, vous avez deux nouveaux critères. Je vous renvoie au slide et à la présentation. Retenir notamment la question de l'éloignement domicile-travail, la question de la prise en compte des horaires décalés et la question également des ménages reconnus DALO. Voilà pour ce qui concerne les évolutions cette année sur la désignation et l'attribution de logements sociaux. Merci. Merci beaucoup pour ce point, cher Mario. Et on en vient aux 4 délibérations qui concernent la question du logement. La première, la DLH 173, correspond à la réalisation au 47 terre rue d'Orcel d'un programme d'acquisition-amélioration de 5 logements sociaux. Et la parole est à Éric Ellers. Merci, Monsieur le maire, et merci à Mario Gonzalez pour sa présentation. Nous serons très heureux s'il peut nous la communiquer pour que nous puissions en prendre connaissance avec toute sa substance, parce que l'éloignement de l'écran faisait qu'on ne voyait que les titres. Donc autant que ce travail soit utile à tous, chers collègues, donc ce serait sympathique de nous la transmettre. Concernant la délibération relative au 47 terre rue d'Orcel, elle est consécutive à la délibération 2024 DU 39 que nous avions examinée lors de notre séance du 29 janvier 2024, qui concerne une opération de vente à la découpe. C'est ce que vous nous aviez précisé à l'époque. Ça ne l'est toujours pas précisé dans l'exposé des motifs, mais heureusement, nous suivons nos dossiers. Ça nous permet de récupérer cette information et pour les mêmes raisons que la fois précédente, nous nous abstiendrons. Merci. Merci. Mario ? Bon, il y a quand même une petite évolution. Avant, vous auriez voté contre, maintenant vous vous abstenez. Contact, peut-être qu'après vous sauterez le dernier pas et vous voterez comme nous sur un phénomène, je rappelle, un phénomène qui est extrêmement traumatisant pour des familles qui habitent depuis des années dans des secteurs qui sont exposés à la spéculation immobilière. Nous avons récemment rencontré, notamment avec les maires et Jacques Baudrier, les locataires du 22 rue Le Pic, où nous avons déjà voté une délibération. Et nous avons notamment appris, par exemple, qu'il y avait une personne, un locataire, c'est la 4e génération. Donc imaginez le traumatisme, et je suis extrêmement heureux que la ville de Paris ait pu s'engager aux côtés des locataires pour défendre leurs droits, d'une part, et leur permettre de rester dans leur logement. Merci Mario.
c'est la démonstration que dans la gestion des politiques du logement, le sujet de prendre en compte la capacité pour les habitants d'un territoire de continuer à l'habiter est une question centrale, et c'est évidemment vrai, ou encore plus vrai, dans les quartiers qui ont connu une explosion complètement folle des prix du logement. Et moi, je veux dire mon immense fierté d'avoir pu contribuer à ma place avec d'autres, avec Yann, avec Jacques Baudrier maintenant, et avec la maire de Paris, à permettre à des locataires montmartrois de rester des locataires montmartrois. On peut considérer que ce n'est pas beaucoup de gens, mais enfin, pour chacune de ces familles, c'est absolument révolutionnaire. Et ça démontre que l'action publique, elle peut encore servir vraiment à quelque chose. Et donc moi, je me réjouis de voter cette délibération comme toutes les autres. Mario le disait, quand on rencontre des gens qui se sont vus partir parce que victimes de la spéculation immobilière effrénée et dans des quartiers où les prix sont devenus complètement délirants, on se dit que tout ça ne sert pas à rien. Et je nous invite à prendre en compte cette réalité. Si on veut que les Parisiennes et les Parisiens puissent continuer à habiter à Montmartre, il faut qu'on continue à mener la politique qu'on mène, notamment au 47 terre rue d'Orcel. Voilà pourquoi je vais voter pour, bien sûr, et mettre aux voix cette délibération DLH 173, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, je vous en remercie. Christophe Gérard, une question. Oui, à ce propos, voilà, où on en est de la rue Planquette? Alors, c'est une bonne question, parce que ça va nous permettre de donner des bonnes nouvelles. Mario? La rue Robert Planquette, c'est déjà préempté et les travaux sont finis et il y a encore quelques petits points à voir, mais c'est la RIVP désormais qui gère ce patrimoine avec les appartements qui ont été préemptés. Mais c'est une copropriété, je rappelle. Hein, je connais très bien le dossier, j'y suis allé 200 000 fois et la midinette va donc réouvrir. Alors, en ce qui concerne la midinette, les travaux sont programmés et devraient débuter début 2025. Merci pour ce rappel. Et donc, j'ai déjà mis aux voix la DLH 173, je vous en remercie. La DLH 233 concerne la transition écologique du bâti parisien, qui est pour... C'est une communication. Très bien. Et donc, il n'y a pas de vote, c'est parfait. Et on en vient à l'approbation des éléments financiers de la première concession avec la Soreca. Et la parole est à Éric Ehlers. Oui, vous lamentez sur la spéculation immobilière et ses effets sur des populations fragiles qui ont vécu là. Il ne faut quand même pas oublier que la ville de Paris est un peu pompier pyromane, parce que c'est en préemptant et en achetant à tour de bras qu'elle a aussi asséché le marché et que ça a contribué à faire augmenter les prix. C'était une petite réponse par rapport à l'intervention précédente. Sur cette délibération, je n'avais pas d'intervention particulière et juste pour signaler une abstention. Merci. Merci. Mario Gonzalez, puis Yann Brossa. Alors là, je tombe des nues. Dire que la préemption est la cause de l'augmentation du prix de l'immobilier à Paris, là, souvent on blaguait ensemble sur le fait d'ouvrir une agence immobilière. Là, je décline mon invitation, Monsieur Ehlers, parce que c'est vraiment mal connaître le marché immobilier à Paris et dans toutes les villes européennes. Je ne crois pas que Londres se caractérise particulièrement pour l'exercice de son droit de préemption. Je ne crois pas que Madrid, je ne crois pas que Rome, je ne crois pas que Berlin se caractérise pour une politique aussi ambitieuse comme celle de la ville de Paris sur le droit de préemption. Et pourtant, ces villes sont exposées à une spéculation immobilière du marché immobilier. Et c'est justement parce que nous avons une préemption que nous avons permis à plusieurs habitants de rester habitants de Paris. Donc la question n'est pas tellement celle, j'ai envie de vous dire, du prix de l'immobilier, mais de s'assurer que toutes les personnes, quelles que soient leurs ressources, et notamment les plus précaires, puissent rester et vivre à Paris. Yann Brossa. Pardon, Éric Ehlers, puis Yann Brossa. Allez-y. Non, juste une correction, nous voterons pour la Soreca. Et je me déporte. Et Rodolphe Ragné se déporte. Très bien. Yann Brossa. Éric Ehlers. Je regardais Éric Ehlers et je voulais dire Yann Brossa, c'est un peu compliqué. Merci Éric. Non, je voulais juste répondre à cet argument que j'entends beaucoup et que je lis de plus en plus, selon lequel l'augmentation du prix de l'immobilier à Paris serait liée au développement du logement social. C'est quand même un drôle d'argument. Mario en a dit quelques mots, mais pendant des années,
Pendant des années, Madame Dati, la droite parisienne, nous ont dit « Ne faites pas de logement social, vous allez faire baisser les prix ». À chaque fois qu'on préemptait un immeuble, il y avait toujours un élu de droite pour se promener dans la rue partout et alerter les gens en leur disant « Faites attention, ça va diminuer la valeur de votre bien ». Et maintenant, vous nous expliquez l'inverse. Vous nous dites « À force de faire du logement social, vous avez fait augmenter les prix ». Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous racontez et à quel point ça n'a aucun sens? C'est ridicule. Vous savez, Monsieur Granier, vous avez le droit de lever la main et ensuite vous aurez peut-être même la parole. Donc vous n'êtes pas totalement obligé de m'interrompre. En revanche, si vous pouviez au moins essayer d'avoir une argumentation cohérente. Or, une fois de plus, vous dites tout et son contraire. Et parfois d'ailleurs à quelques heures ou à quelques minutes d'intervalle. Et donc veillez au moins à être un peu cohérent. Je ne vais pas rajouter beaucoup à ce débat, mais sur ce débat, comme sur beaucoup de sujets, parfois, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est pas mal de prendre un tout petit peu de hauteur de vue. Et les phénomènes de spéculation et d'augmentation des prix dans les cœurs de ville des grandes villes d'Europe n'est pas un sujet réservé à Paris. Après, prendre un peu de hauteur, c'est aussi regarder ce qui se passe ailleurs et ce qui se fait de bien et ce qui se fait de pas bien. Et c'est vrai que pour ce qui est de Paris, l'exemple de la ville de Vienne est très intéressant. Et le fait que la puissance publique puisse intervenir massivement dans la gestion du logement, pour moi, mais après, là pour le coup, c'est un avis, c'est un sentiment, c'est un choix politique, est extrêmement important. Parce qu'en réalité, et on le voit dans beaucoup de villes d'Europe, s'il n'y a pas d'intervention publique sur la question du logement, il y a l'exclusion au fur et à mesure du temps des centres-villes européens de l'ensemble des personnes qui nous permettent pourtant de vivre dans ces centres-villes. Et le modèle de nos centres-villes, pour qu'ils vivent, exige qu'il y ait une diversité dans l'habitat. Et que notamment les personnes qui sont au service du fonctionnement de la ville puissent continuer à y habiter. Et donc le sujet n'est pas de savoir s'il y a de la spéculation ou pas sur le plan de la valeur immobilière. Bien sûr, il y a une offre limitée et beaucoup de gens qui non seulement veulent venir habiter à Paris, mais en plus veulent se faire de l'argent sur le prix de l'immobilier parisien. Donc le marché, c'est un phénomène relativement bien connu aujourd'hui dans nos économies, ça fonctionne à peu près partout pareil. Le choix politique de l'intervention publique pour la régulation du logement, ça c'est un choix. Et ça, c'est un choix que non seulement on assume, mais qu'on revendique et qui nous permet de dire aujourd'hui que, par exemple, à la Goutte d'Or, nous sommes arrivés à procéder à la réhabilitation de l'ensemble d'un quartier sans exclure les habitants qui habitaient précédemment. Et que si nous n'avions rien fait, aurait été exclu, notamment, par exemple, de la Goutte d'Or, une grande partie des familles qui y habitaient, parce que tout simplement le marché aurait fait son œuvre et aurait conduit à pousser vers l'extérieur, à pousser du centre les populations un peu moins riches, à savoir les couples de fonctionnaires, les agents de la propreté, les infirmières. Et donc non seulement on le pense, mais on le revendique. Et c'est une différence. Et c'est très bien parce que la démocratie, c'est de proposer différents chemins. Et je suis très heureux que nous ne soyons pas d'accord, surtout avec l'opposition, parce que sinon, ça n'aurait pas beaucoup de sens de faire de la politique et que chacun porte ses combats. Et pour porter mon combat à moi, je vais voter la DLH 234, donc qui est pour unanimité, elle est adoptée. Et enfin, dernière délibération qui concerne directement le logement, et puis ensuite on passera à l'urbanisme, la question de la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de Paris cofinancés par l'ANRU, et la parole est à Éric Ehlers. Oui, merci Monsieur le maire. C'est pour poser une question à notre rapporteur concernant la reconstitution de logements sociaux sur le site Charles Hermite, dont il est question dans cette délibération, pour demander comment ces logements sociaux seront reconstitués. S'il peut nous apporter quelques éléments. Je vous remercie. Mario Gonzalez. Vous avez la réponse dans les annexes. C'est dans le projet urbain Piton du Vernois. 28 logements. Est-ce que tu peux élaborer un peu, parce que nous n'avons pas tous lu les annexes, et donc nous ne sommes pas bien sûrs d'avoir totalement compris la réponse à la question. Donc, en fait, excusez-moi, c'est parce que Piton du Vernois, c'est dans le 20e. C'est pour ça que ce qui explique cela. Non, vous avez bien lu les Je n'avais pas lu toutes les annexes, notamment celles concernant le 20e. Pardonnez-moi.
Donc, je vous explique. La réhabilitation de Charles-Hermite, donc je vous rappelle que c'est une très grosse réhabilitation, 1290 logements qui vont être réhabilités, amène à supprimer quelques logements. Puisque, notamment, et d'ailleurs ça fait partie de la Convention de l'ANRU, mais c'est un souhait de l'ANRU, il s'agit de supprimer certains logements qui sont en rez-de-chaussée pour dynamiser l'offre commerciale. Donc il y a suppression de logements. Et il s'agit aussi de diversifier l'offre, c'est-à-dire de créer non pas seulement du logement social, mais aussi, si possible, d'y intégrer d'autres types de logements, notamment des logements spécifiques. Ce qui va amener à transformer certains logements familiaux en logements étudiants. Donc, il a fallu compenser cette perte de logement. Et pour compenser cette perte de logement qui est prévue par la Convention ANRU, c'est-à-dire que la Convention ANRU dit vous pouvez supprimer des logements, mais il faudra les reconstituer ailleurs. La Convention prévoit que cette reconstitution peut se faire sur site, ou peut se faire ailleurs, dans la même ville qui signe la Convention, Paris, bien entendu. Et donc là, en l'occurrence, on profite du projet urbain Piton-du-Vernois qui est plus avancé pour reconstituer ce solde de 28 logements perdus. Merci, voilà qui est plus clair. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe aux voix à la DU 135, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, abstention du groupe Changer Paris. On en vient à une délibération extrêmement importante qui fera évidemment l'objet de nombreux débats au Conseil de Paris, puisqu'il s'agit pour nous d'approuver le projet de plan local d'urbanisme bioclimatique de Paris, avec un impact très important dans tout Paris, mais notamment dans le 18e. Et je vous propose que Mario Gonzalez puisse vous faire une petite présentation des principaux enjeux, et ensuite la parole sera à Éric Ehlers, puis Émile Meunier, et puis ensuite, bien sûr, s'il y a d'autres demandes d'inscription, je les prendrai. Mais je pense que c'est utile que Mario puisse nous faire un petit point d'information préalable. Merci, Monsieur le maire. Ce sera le dernier, puisque ça y est, nous arrivons au bout de ce très bel, noble et nécessaire exercice de modification, de réforme, de refonte complète du plan local d'urbanisme, en lui donnant une dimension totalement nouvelle et indispensable, à savoir une dimension bioclimatique pour préparer la ville de Paris au réchauffement climatique, dont ma collègue Anne Clairbout a évoqué les enjeux en défendant la délibération relative au plan climat. Donc c'est la dernière présentation, puisque vous savez qu'il y a eu d'autres présentations au sein même de ce conseil d'arrondissement sur les évolutions de la concertation, sur les éléments de diagnostic et sur les différentes étapes. Alors, il convient de rappeler justement que ce PLU bioclimatique, il résulte, et j'espère, Monsieur Ehlers, que vous ne me contredirez pas sur ce point, parce que ce serait quand même assez curieux, d'une concertation extraordinaire, d'une mobilisation de tous, les Parisiennes, les Parisiens, les associations, même les entreprises, les bailleurs sociaux, les bailleurs privés, les promoteurs privés, les mairies d'arrondissement, bien entendu. Une concertation inédite qui a donc permis l'organisation, vous avez quelques chiffres ici, 80 réunions publiques, 78 maisons de PLU, et ainsi de suite. Vous avez eu des ateliers du CAUE, vous avez eu des cahiers d'acteurs qui ont été distribués par le CAUE et aux différents membres des conseils de quartier. Vous avez des ateliers qui ont mobilisé les enfants au sein des écoles. Bref, une mobilisation pleine et entière, et je tiens à saluer ici tous les services de la ville, puisque leur travail a été vraiment extraordinaire. On peut passer au slide suivant. Je vais me concentrer sur le 18e arrondissement. Sur le 18e arrondissement, ça a été 3 réunions publiques. Tous les conseils du 18e ont été mobilisés, et je tiens ici à saluer le service de la démocratie locale qui a fait un travail extraordinaire pour mobiliser les conseils de quartier, mais aussi pour faire des reportings, c'est-à-dire qu'il fallait ensuite, retranscrire les débats, retranscrire les propositions qui pouvaient être faites lors de ces conseils de quartier. Il y a eu des marches exploratoires également qui ont été faites avec des élus. Je remercie ici mes collègues qui ont bien voulu participer à ces marches exploratoires, qui ont été fort utiles, en présence là aussi d'habitants sur différents secteurs du 18e. Saluer également les contributions de nombreuses associations du 18e, j'en cite 2, mais il y en a bien d'autres, AZEPNE bien sûr, et l'association du Vieux Montmartre qui nous a fait une contribution extrêmement riche et
utile. Et je saluerai également tout le travail qui a été mené, qui était un travail extrêmement dense, avec notamment la direction de l'urbanisme, mais aussi avec le cabinet d'Emmanuel Grégoire, adjoint à l'urbanisme à l'époque, notamment sur les opérations d'aménagement et de programmation, les fameuses OAP qui définissent les futurs projets urbains du 18e arrondissement. Et je saluerai, in fine, la mobilisation de la mairie d'arrondissement. Je tiens à saluer tous les adjoints qui ont contribué, que j'ai sollicités et qui ont contribué, et avec lesquels nous avons réfléchi sur ce qui pouvait être apporté par la mairie du 18e. Et la mairie du 18e a été l'une des mairies qui a le plus contribué dans ce travail. Là, je donne quelques exemples. On avait proposé 10 espaces verts protégés. Nous avons proposé beaucoup de protection commerciale, j'y reviendrai. On avait proposé beaucoup d'emplacements réservés pour le logement et surtout de nombreuses protections patrimoniales, notamment à la Goutte d'Or, dont la plupart ont été retenues. On peut passer au slide suivant. Donc, je vous rappelle globalement, très rapidement, le PLU bioclimatique, qu'est-ce que c'est? C'est des objectifs extrêmement ambitieux. La première, c'est la neutralité carbone d'ici 2050 pour réduire les émissions carbone, favoriser la végétalisation et une gestion écologique des sols. Tout cela doit nous permettre de préparer la ville au réchauffement climatique. Mais c'est aussi une ville inclusive, avec notamment toujours la question des logements sociaux accessibles à tous les Parisiennes et Parisiens. C'est aussi une ville accessible, c'est le principe du quartier du quart d'heure, c'est la préservation du patrimoine, c'est l'attractivité et c'est enfin la coopération avec les territoires de la métropole. On peut passer au slide suivant. Pour le 18e arrondissement, et je ne serai pas beaucoup plus long, quelques innovations à la suite de cet immense travail qui a duré quand même 4 ans, presque 5, donc vraiment un travail très 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 important. Alors, la piétonisation de la butte Montmartre sur proposition des habitantes et habitants du 18e arrondissement, la sauvegarde de la commercialité de proximité. On a 2 nouveaux axes notamment, la rue Stephenson et la rue Mira. Et je souligne notamment la rue Mira parce que vous voyez, la rue Mira, c'est un beau symbole de comment une rue, à la suite d'une politique urbaine depuis plus de 20 ans, a muté et aujourd'hui, peut revendiquer une protection de commerce de proximité. Qui l'aurait cru il y a 20 ans que la rue Mira serait une rue qui devrait bénéficier d'une telle protection? Aujourd'hui, c'est le cas. Parce que voilà, la ville de Paris a évolué et les quartiers populaires notamment, et l'on peut s'en réjouir. C'est la préservation de l'urbanisme faubourien et villageois de la butte Montmartre, mais pas que. Tous les immeubles d'angle que vous avez, les petits immeubles faubouriens d'angle, sont aussi protégés désormais puisqu'ils font partie de l'identité patrimoniale parisienne et le 18e en compte beaucoup. Nous avons obtenu aussi la lutte contre la densification en cœur d'îlot, qui va être rendue beaucoup plus complexe désormais. Vous savez qu'il y avait eu quelques difficultés, notamment à Montmartre, sur cette question de la densification des cœurs d'îlot. Eh bien, aujourd'hui, nous aurons un meilleur contrôle sur ces projets. Et, naturellement, on ne peut pas ne pas citer le grand parc de 15 hectares dans le nord du 18e. En réalité, c'est un grand parc de 25 hectares, mais pour le 18e, c'est 15 hectares, et notamment dans ce grand parc, la promenade du Faisceau, qui, espérons, verra le jour, qui irait donc de la rue du département jusqu'à Rosa Parks. Et nous pouvons enfin évoquer les grands projets urbains du 18e, qui font partie de ce que l'on appelle les OAP, qui sont donc consacrés par ce PLU. Ce sont donc les opérations d'aménagement et de programmation. Et parmi ces grands projets urbains, je vous signale quand même que le PLU bioclimatique permet de sacraliser quelques équipements qui nous tiennent particulièrement à cœur. Par exemple, pour le Jardin des Mécanos, c'est parce qu'il y a le PLU bioclimatique que désormais, le principe du conservatoire et d'un parc de 1,3 hectare est sacralisé. C'est parce qu'il y a le PLU bioclimatique que la station MU est sûre d'exister à Gare des Mines. C'est parce qu'il y a le PLU bioclimatique que nous sommes sûrs d'avoir 13 000 m² d'espace vert ouvert au public à Hébert. Tout cela est désormais sanctuarisé
dans ces OAP. Et je citerai également les OAP thématiques, mais qui pour le coup englobent l'intégralité de la ville de Paris. Donc voilà, vous voyez des évolutions très importantes qui vont permettre à Paris et au 18e arrondissement de s'adapter au réchauffement climatique tout en restant inclusif et tout en préservant son identité, son originalité et, disons-le, sa beauté. Merci beaucoup Mario, et je laisse la parole à Éric Hellers puis Émile Meunier. Monsieur le maire, mes chers collègues, j'avais eu l'occasion d'intervenir en mai de l'année dernière sur ce dossier très important qui est le PLU de Paris. Je vous avais fait part d'un certain nombre de réserves. Qu'attendent nos concitoyens de Paris? Que reprochent-ils à Paris? Qu'espèrent-ils? Ils veulent une ville agréable à vivre, dont ils seront fiers. Les Parisiens sont conscients de l'héritage remarquable dont ils sont dépositaires, qui justifie que l'ensemble de la planète considère souvent Paris comme étant la plus belle ville du monde. Or, nous savons que les règles d'urbanisme qui ont eu cours lors des dernières décennies et qui vont continuer à avoir cours mettent la capitale de la France, qui devrait être l'étendard de la culture et du bon goût français, vers la pente du déclin qui tend à en faire une ville moche dans certains de ses quartiers. Le rejet du vœu que je vous avais soumis en atteste. Il visait à intégrer architecturalement certaines contraintes techniques, comme les garde-corps en toiture. Il semble incompréhensible que vous le refusiez, sauf à n'avoir que faire de la laideur la plus évitable. Mon collègue Rudolf Granier soumettra de nouveau cet amendement au Conseil de Paris et espérons qu'il sera cette fois adopté. Ce serait un exemple favorable pour éviter cet effet ville moche. Si les quartiers historiques sont relativement épargnés par la décadence architecturale, et il faut souligner les protections patrimoniales, je vous le concède très volontiers, vous en avez fait état, les quartiers périphériques et les secteurs d'aménagement en font lourdement les frais, comme en atteste le ratage urbanistique et architectural de Chapelle Internationale. Les Parisiens ont besoin d'une ville où personne ne subit une situation de relégation. Que prévoit le PLU? De poursuivre la politique de ghettoisation, qui consiste à créer des logements sociaux, toujours plus là où il y en a déjà beaucoup. Or, nous avons la conviction que si le pouvoir politique doit accorder la priorité et toute son attention aux personnes qui sont les moins favorisées, cela ne peut pas s'opérer n'importe comment en les concentrant. Nous sommes contre les trappes à pauvreté, les quartiers qui stigmatisent les personnes qui sont prisonnières de leur logement social. Nous avons pour ambition de remettre en service l'ascenseur social, ce qui nécessite, pour y contribuer, de faire venir une population plus favorisée dans les quartiers qui le sont le moins pour assurer ce brassage. Le tout au sein d'une belle architecture et non pas dans des édifices qui se singularisent pour servir de lieu d'expérimentation auprès d'un public captif ou bien pour illustrer les catalogues d'architectes en recherche de notoriété. Le PLU fait assaut de surenchère idéologique, au point d'aller à l'encontre de ses propres objectifs. C'est le cas avec l'imposition d'une servitude dite de mixité sociale à partir de 500 mètres carrés de projet, qui risque d'être dissuasive pour les porteurs de petits projets qui dépassent de peu ce seuil. Notre groupe déposera un amendement au Conseil de Paris pour modifier cette disposition contre-productive. Il n'y a pas meilleur moyen pour bloquer tout projet que de l'assortir de contraintes abusives qui en grèvent la rentabilité ou présentent un caractère spoliatoire. Sur le plan éthique, il convient en effet de manier les servitudes d'urbanisme qui ne donnent pas lieu à indemnisation avec la plus grande prudence et la plus extrême modération. Le pastillage effréné de terrains privés a légitimement suscité l'émoi des personnes concernées qui se sont senties de la sorte spoliées. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de participation à l'enquête, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. Nous contestons toute vision totalitaire et tout abus de droit dans la définition et l'utilisation des règlements d'urbanisme. Mon collègue Rudolf Granier défendra plusieurs amendements localisés sur le 18e arrondissement, concernant notamment la limitation des hauteurs sur le secteur Chapelle-Charbon,
ainsi que des propositions de protection patrimoniale complémentaires. Au final, ce PLU divise au lieu de rassembler les Parisiens. Il risque de poursuivre et accélérer le déclin de Paris, déclin architectural, démographique, économique, social et même environnemental. L'environnement ne concerne pas que l'air et le climat, mais aussi le bruit et la qualité de vie. Or, Paris prend de plus en plus et malheureusement l'aspect d'un repoussoir pour beaucoup de ses habitants. L'urbanisme n'en est pas la seule cause, certes, mais il y contribue. Or, la vision finale du PLU qui nous est présentée, n'ayant pas sensiblement évolué, n'ayant pas pris en compte ces problématiques, vous comprendrez que nous voterons contre. Je vous remercie. Merci pour ces éléments qui constituent aussi, et c'est très bien, une forme de clarification avec laquelle vision je suis en désaccord sur à peu près tout ce que vous avez dit. Même si, et c'est le cas de la droite parisienne depuis un certain nombre d'années, vous aimez manier le paradoxe. Mais nous reprocher à nous la logique de ghettoisation quand vous-même vous empêchez, et avec nombre d'avocats et des procédures à n'en plus finir, la mixité sociale dans les quartiers où il n'y a que des riches, c'est quand même un tout petit peu riche. Et je veux bien qu'on manie le paradoxe. Je veux bien que le débat public aujourd'hui fasse peu de cas des faits et beaucoup de cas des fakes, voire peu de cas des faits et beaucoup de cas des formules. Mais on ne peut pas complètement tout le temps renverser l'ensemble des concepts. Et les premiers défenseurs des ghettos des riches ne peuvent pas être ceux qui dénoncent les ghettos des pauvres. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y aura pas de fin des ghettos des pauvres, si on peut utiliser ce mot-là. Et je veux dire, c'est presque mathématique ou rationnel, si en même temps, on n'accepte pas d'ouvrir les ghettos des riches. Or, ceux qui protègent le plus leur propre ghetto, c'est pas et ça n'a jamais été les pauvres. Et donc on ne peut pas à la fois dire vous faites trop de logement social dans le 18e qui, je le rappelle, juste a atteint 26%. Hein. On n'est pas submergé par le logement social. Je rappelle par ailleurs que les habitants du logement social ne sont pas en soi des problèmes. A priori, les habitants du logement social ne posent pas de problème au quartier en tant que tel. Il peut y avoir des habitants dans le logement social qui posent des problèmes. D'ailleurs, il peut y avoir des habitants dans le logement privé très cher qui posent des problèmes aussi. Et j'en connais partout, et on en connaît tous partout. Mais juste, évitons-nous les renversements qui peut-être peuvent donner le sentiment de faire une formule facile, mais qui marque surtout une forme de mépris pour le niveau du débat public, et puis peut-être aussi de mépris pour tous ceux que vous trouvez moches. Alors moi, la beau et moche, je ne sais pas ce que ça veut dire. Comme Éric Lejoindre a un avis sur le beau et le moche, le maire du 18e, beaucoup moins tout de suite. Parce qu'il y a plein de trucs que je trouve moches que beaucoup trouvent beaux, et réciproquement. Et peut-être peut-on aussi de temps en temps écouter les spécialistes de la gestion d'une ville. Mais je ne vais pas répondre moi-même parce que ce n'est pas ce que je vais faire maintenant. Mais je voudrais laisser la parole d'abord à Émile Meunier, puis Pierre-Yvain Arnaud, puis Yann Brossat, puis Gérald Briand. Et puis c'est normal qu'on prenne du temps sur ce sujet. Je pense que c'est bien qu'on puisse échanger. Donc j'ai oublié quelqu'un. Si, j'ai dit Pierre-Yvain, Émile, Pierre-Yvain, Yann et Gérald. Monsieur le maire, s'il vous plaît, pour un rappel au règlement, nous prenons le temps de nous inscrire sur les délibérations. On sait que les explications de vote sont autorisées. Normalement, elles sont limitées à 2 minutes, point que je voudrais vous rappeler. Mais si certains groupes font l'effort de travailler et de ne pas être qu'en réponse, somme toute, assez volatile, associée à un niveau d'invective assez élevé, je pense que nous gagnerons en qualité pour notre débat. Je vous remercie. Dont acte. Émile, qui s'était inscrit, lui. Depuis longtemps, depuis 4 ans. Donc on parlait tout à l'heure d'adapter la ville au réchauffement climatique sous toutes ses formes. Et là, c'est l'exemple, donc par l'urbanisme, de comment est-ce que on peut concrètement améliorer les choses. Ce qui est certain, c'est que l'urbanisme des 2 dernières décennies avait des qualités, mais il n'était plus adapté aux temps qui viennent. Et donc, il fallait faire quelque chose, et c'est ce que a très bien dit Mario, avec tout ce travail et toute cette enquête publique qui a été menée, enquête publique qui s'est clôturée par
l'accord à l'unanimité des 9 membres, des 9 commissaires enquêteurs. Et dedans, pour avoir échangé avec certains d'entre eux, il y avait des gens plutôt de votre couleur politique. Et les 9, en conclusion, ont dit que ce PLU allait dans la très bonne direction. Ça, c'est le premier point. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on a fait en synthèse? Parce que Mario a dit beaucoup de choses. On a amplifié ce qui allait de bien dans les règles précédentes et on a changé ce qui n'allait pas. Ce qui allait de bien, c'est le haut niveau d'équipement public de la ville de Paris, dont on peut être fier. Et je peux vous dire que je crois qu'il n'y a pas d'équivalent, en tout cas en France, de cette qualité, ce maillage des équipements publics. Et pour autant, nous voulions en faire plus, et c'est ce que nous avons fait par le biais des réserves et des équipements de santé, des équipements sportifs, culturels, etc. L'autre chose qui va bien et qu'on voulait amplifier, c'est notre politique de logement public, logement social, bail réel solidaire, logement intermédiaire, pour pouvoir réguler le marché. Puisque contrairement à ce que vous dites à longueur de journée, messieurs et mesdames de la droite, le marché en matière de logement, dans une zone tendue comme Paris, est un problème et entraîne tous les phénomènes que vous dénoncez. Et la façon d'y remédier, c'est de mettre plus de public, plus de puissance publique, plus de régulation. Et c'est ce que nous faisons avec tout ce qui est pastillage, mixité, dispositifs divers que nous n'allons pas détailler ici pour renforcer les logements sociaux. Ce qui allait de bien aussi, c'est la protection patrimoniale, les protections Ville de Paris, les logiques de bonne intégration urbaine, sans rentrer dans les détails ici aussi, nous l'avons renforcé. Donc, votre crainte, normalement, vous devez être rassurés. Non seulement on ne va pas enlaidir la ville, mais on va l'embellir. Voilà. Mais effectivement, ça va peut-être monter les prix, donc il faut faire plus de logements publics pour pouvoir tenir le marché. Alors, ce qui n'allait pas, en fait, c'est toutes les difficultés, effectivement, d'une ville comme Paris, où tout le monde veut construire, veut acheter. On manque d'espace vert. Donc, ici aussi, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on a des nouvelles règles de construction au sol qui, de fait, interdisent quasiment toute nouvelle construction au sol. Donc, nous préservons les sols et nous regagnons aussi de la pleine terre, des espaces verts, par des réserves, par des mécanismes de transformation des parcelles, etc. Les cœurs d'îlots sont préservés. C'était un des problèmes. Ça ira mieux avec ce nouveau PLU. L'autre problème, c'était une surdensification de la ville pour les raisons qu'on a exposées. Et donc, nous avons revu, et c'est quand même une première historique, puisque depuis Louis XIV, tous les règlements d'urbanisme tendaient à permettre de construire davantage à Paris. Et c'est la première fois que l'on pourra moins construire avec les nouvelles règles qu'avant. C'est-à-dire, l'exemple que je donne, c'est vous avez une parcelle, avec les règles actuelles, vous pouvez construire 1000 mètres carrés, mettons, avec les nouvelles règles, ce sera 700 mètres carrés. Donc là aussi, vous voyez, il y a une inflexion par rapport à un problème qui a été longtemps dénoncé, qui pouvait être la surdensification. La surdensification, en particulier des bureaux. Et là aussi, ce PLU est une petite révolution, puisque pour la première fois, nous allons diminuer la surface de bureaux à Paris, en particulier dans les quartiers des affaires. Nous mettons fin aux tours, il n'y aura plus de tours, la hauteur maximum, ce sera 37 mètres, environ 12 étages. Donc là aussi, c'est une petite révolution. L'idée est bien de partager l'emploi, la création de richesses avec le reste du territoire, qui est la métropole. Je vais aller plus vite. Sur le périphérique aussi, il y avait une tendance qui était d'artificialiser, de construire sur les abords du périphérique, voire au-dessus, par des immeubles ponts. Il y a eu des discussions d'un point de vue urbain, des controverses, et c'est bien normal. Ce qui a été arrêté, c'est qu'on préservait les abords du périphérique et on ne construisait plus au-dessus du périphérique. Là aussi, vous avez une vraie nouveauté que, à mon avis, vous pouvez saluer. Dans le 18e, plus particulièrement, il y a des choses sur lesquelles je voulais remercier tous les militants écologistes. Je fais un peu de publicité, mais c'est vraiment grâce à eux qui se sont faufilés dans toutes les rues de l'arrondissement pour identifier des adresses de logements sociaux, des adresses où on peut préserver des espaces verts.
Et il y a eu énormément de dents creuses préservées, de protection ville de Paris, plusieurs centres de santé en plus, chère Anne-Claire, 2 jardins partagés qui existent et qui vont être préservés, sanctuarisés, c'est le jardin des Ruisseaux et le Bois d'Ormois. Un nouveau grand parc, on le parle du nord-est, mais on l'a aussi identifié, ça s'appelle Gare du Bois, qui est quand même la dernière grande réserve foncière de l'arrondissement. Et il est écrit noir sur blanc que ça devrait être un grand parc. Le Châtellerail est protégé aussi, ça va être de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. C'est déjà le cas, mais il manquait une protection d'un point de vue légal, et donc c'est dedans, etc., etc. En conclusion, je dirais que le meilleur plan d'urbanisme du monde, peut-être qu'aujourd'hui c'est celui de Paris, mais il sera bien que si on fait le suivi, que si on le met en pratique. On peut mettre toutes les réserves logements sociaux qu'on veut, si on ne les préempte pas et si on ne les transforme pas, il ne se passera pas grand-chose. Nous allons le faire. Eh bien, ça doit être la même chose pour les espaces verts. On a un plan de 300 hectares d'espaces verts ouverts au public. C'est bien sur le papier, mais c'est par la pratique, c'est par les moyens, c'est par le suivi budgétaire que nous arriverons à le mettre en œuvre. Et c'est une course contre la montre, vous le savez toutes et tous. Et donc, vraiment, ça va nécessiter l'énergie de chacun et de chacune. Et peut-être une ouverture quand même en guise de conclusion. Paris, ça n'est qu'un quartier d'une ville plus grande qui s'appelle le Grand Paris. Et en réalité, la loi nous impose de penser à l'échelle de Paris, et par notre structure institutionnelle et par notre plan local d'urbanisme. Mais pour avoir travaillé sur ces questions depuis quelques années, on se rend vite compte que l'on bute sur un problème, c'est que tout ce qui est emploi, logement, aménagement du territoire, grands services publics, mobilité évidemment, c'est à l'échelle de la zone dense, c'est-à-dire du Grand Paris, sa banlieue éloignée, que nous pouvons réellement les régler. Et là, il reste encore beaucoup à faire. Dès 2017, Emmanuel Macron avait promis une réforme que nous attendons encore. Je ne désespère pas que quand le nouveau Front populaire sera aux responsabilités, nous allons enfin pouvoir penser l'avenir de Paris à la bonne échelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vais, malgré le rappel au règlement pas illégitime de Rodolphe Granier, donner la parole à Yann Brossat, Pierre-Yves Arnaud et Gérald Briand. Je vous suggère, compte tenu du fait que nous tordons un tout petit peu le règlement intérieur de notre Conseil, mais je pense que c'est utile sur ces grands débats aussi qu'on se donne un peu de liberté d'intervenir sur le fond en évitant les excès concernant les prises de parole des uns et des autres pour qu'on puisse que ce débat puisse se faire dans de bonnes conditions. Il y a beaucoup de choses à dire sur le fond. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Yann. Merci, Monsieur le maire. À mon tour de me réjouir de ce PLU qui est l'aboutissement d'un travail qui a duré effectivement très longtemps. Me réjouir aussi de voir que toute notre majorité municipale sera unie pour le voter. On nous dit parfois que notre majorité municipale est traversée de débats, mais enfin, ce que je note en tout cas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un vote important, elle est unie et elle est capable de se rassembler. Et je pense que c'est pas complètement anodin dans la période qu'on traverse. Ensuite, sur le contenu du PLU lui-même, on peut faire beaucoup de reproches à ce que nous faisons, mais il y a en tout cas une certitude, c'est qu'on ne peut pas dire que ce PLU va ghettoiser. Ce PLU a une priorité, enfin plusieurs priorités, mais parmi ces priorités, il y a justement la mixité sociale. Et par exemple, il y a des dispositions très concrètes dans ce plan local d'urbanisme qui permettront de faire plus de logements sociaux dans les quartiers et dans les arrondissements qui en comptent peu. Je prendrai un exemple très concret, les pastilles, ce qu'on appelle aussi les réserves dont Émile parlait à l'instant. Dans ce PLU, il y a beaucoup de pastilles sur des immeubles de bureaux dans le quartier central des affaires, c'est-à-dire des dispositions qui permettront que des immeubles de bureaux du 8e arrondissement, par exemple, soient demain transformés en immeubles de logements sociaux. Et donc, concrètement, ce sera du logement social en plus dans un des arrondissements qui en compte le moins. Donc, il me semble que c'est un PLU qui va dans la bonne direction et qui permettra d'avoir une ville plus équilibrée et dans laquelle il y aura plus de mixité sociale, ce qui, je crois, est une attente très largement partagée. Merci beaucoup Yann Brossat. La parole est à Pierre-Yves Arnaud. Bon, je vais tenter de respecter la consigne
Monsieur le maire. Non, strictement, j'avoue, Monsieur Granier, je sais, n'ayez pas peur, comme disait un très célèbre monsieur. Effectivement, le maire était très gentil. Je trouve qu'il a dit que vous étiez dans le paradoxe. Je trouve que pour les électeurs et pour les citoyens, je trouve qu'on est plus que dans le paradoxe, mais on va rester très sympathique. Vous nous empêchez de construire des logements sociaux dans les quartiers de riches. On peut pas les construire dans les quartiers pauvres. Bref, on peut pas les construire. Franchement, moi, quand je fais des permanences logements, quand les gens m'expliquent pourquoi il y a pas ces logements à Paris, je cite votre raisonnement. Les gens sont fascinés. Ils disent mais du coup on les construit où? Je dis voilà, vous leur poserez la question. Parce que franchement, moi je sais pas. C'est pas chez vous, c'est pas ici, c'est pas à Montmartre. Tout à l'heure on a parlé de Montmartre, faut pas les faire à Montmartre, faut pas les faire à la Goutte d'Or. Du coup on les fait nulle part. Du coup il n'y a pas de logements sociaux. Mais c'est marrant, vous avez une information juste avant sur les logements sociaux. 1/3, plus la moitié sont réservés des agents de la ville de Paris. Vous ne voulez pas, moi je le traduis, vous ne voulez pas avoir d'agents de la ville de Paris, des péricultrices, des infirmières, des infirmiers, des agents de police municipaux, tous ces gens-là, vous ne les voulez pas dans Paris. Vous les voulez loin, vous voulez qu'ils fassent 2 heures de transport pour venir à Paris, pour qu'ils puissent servir nos enfants, nos personnes âgées dans la ville de Paris. Donc c'est très intéressant, c'est le message que je leur ferai passer à nouveau. En plus de pas chez les riches, pas chez les pauvres, c'est pas d'agents de la ville de Paris. Ils vous remercieront vraiment du travail que vous menez. Deuxième chose, cette fois-ci, même en termes de mensonges. Vous dites que le 18e arrondissement a besoin d'un apport de nouvelle population. Je vous invite, c'est un beau travail que je vous invite à faire, d'aller voir la sociologie de l'arrondissement. Et vous apercevrez que la sociologie de l'arrondissement, elle a beaucoup évolué. Le 18e, on peut le déplorer d'ailleurs, c'est intéressant comme évolution urbaine, c'est beaucoup embourgeoisé. Allez faire un tour à la Goutte d'Or, certains parlent même de gentrification, je vous invite à lire les travaux de géographie sur ce thème-là. Mais la Goutte d'Or a beaucoup évolué avec l'arrivée de catégories sociales bien plus favorisées. Donc en fait, c'est le sens de l'histoire parisienne. D'ailleurs, on peut même le déplorer, puisque Paris est bien devenu de plus en plus bourgeoise. Donc quand vous dites que Paris manque de nouvelles populations, et le 18e en particulier, c'est tout simplement faux. Mais je vous invite à consulter les données sociales de notre cité. Enfin, vous abordez la question du beau, effectivement, et de la mocheté dans Paris. En fait, le beau, pourquoi pas faire du beau de maintenant? Il est où le beau du 21e siècle? Là, actuellement, Paris, dans les sites internationaux, et remerciez, nous avons reçu plein de prix Pritzker internationaux dans Paris, et pas pour des cathédrales, et pas pour des palais, mais pour des écoles, pour des maternités. Et c'est peut-être ça aussi le sens de la ville de Paris, une ville différente. Alors ce n'est plus la ville des rois, des reines et des évêques, ça sera la ville des enfants, la ville des personnes âgées, la ville tout simplement de ses habitants. Et c'est peut-être ça le beau du XXIe siècle, la ville, le beau pour des habitants. Évoluer et arrêter de parler décadence. Merci beaucoup. Gérald Briand. Oui, c'est ça. Bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt. Juste sur... donc je réagissais un petit peu sur l'exposé de Changer Paris, sur le beau. Bon, on ne va pas se mettre d'accord sur le beau ce soir, je crois qu'on va gagner du temps. Mais juste de s'interroger qu'à un moment où, quand il y a eu des innovations urbanistiques à l'époque, il y a des gens qui étaient à votre place et qui ont dû dire « Ah, c'est pas beau ce qui se passe ». Et c'était des gens qui disaient que c'était moche, etc. et tout ça. Et qui au final ont été l'histoire ne s'en souvient plus de ces gens-là. En fait, c'est ça qui s'est passé. Donc après c'est un choix que vous faites, c'est d'être de ce côté-là de l'histoire. Ensuite, sur la question de comment on fait, et sur la question de la mixité, donc moi j'ai compris à travers votre proposition, mais peut-être que j'étais pas assez attentif, que donc l'idée c'était de mettre donc des classes sociales plus favorisées dans nos quartiers, moins défavorisés du 18e arrondissement, avec des propositions qui vont être donc données au niveau du Conseil de Paris et portées par M. Granier. Donc je comprends un peu le principe. Donc Pierre-Yvain parlait de gentrification, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est à peu près ça qui se fait. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment vous faites quand il y a... on a eu un exposé sur la situation aujourd'hui sur la demande de logement. On a 270 000 demandeurs de logement. Quand je sais de sources sûres que manifestement Madame Dati n'est pas prête à accepter la construction de logements sociaux de façon importante dans son arrondissement, que manifestement dans l'ouest parisien, c'est une levée de bouclier dès qu'on parle de construire du logement. On les met où? On les met où? On est en Paris, on les met où les gens qui veulent aujourd'hui venir à Paris, les demandeurs de logement, les gens, comme l'a dit Pierre-Yvain, qui travaillent pour Paris? On les met où? Sachant, je vous le dis, qu'on a des services publics aujourd'hui,
où on a de vraies difficultés de candidature du fait de l'éloignement. Et aujourd'hui, on a un manque. On parlait d'attractivité de Paris, c'est plutôt aujourd'hui, on a un manque d'attractivité de la fonction publique. Il y a la question des salaires et tout ça, mais on a des métiers aujourd'hui où c'est très compliqué d'avoir les personnels. Si vous ne pensez pas à ces classes populaires-là, vous qui voulez gérer Paris, comment vous allez faire en sorte qu'il y ait des gens qui s'occupent des enfants dans les crèches? Comment vous allez faire? Ça va arriver comme ça par la magie du Saint-Esprit? C'est ça l'urbanisme. C'est comment on fait en sorte qu'on simplifie la vie des gens et pas seulement qu'on enrichisse quelques bourgeois. C'est pas ça l'intérêt. C'est comment on fait aujourd'hui pour que le tous ensemble et que tout ça fonctionne. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous faites pour faire que les 270 000 demandeurs de logement, aujourd'hui, ils puissent avoir une solution et qu'ils puissent enfin pouvoir vivre, je dirais, allez, presque normalement, quoi. Mais bon, ça, je crois que j'y arriverai pas, donc c'était une question en l'air comme ça. Sinon, je pense que je suis très content de voter ce plan. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Sinon, je propose qu'on en reste là. C'est un document très important et très engageant. Et c'est vrai, chacun l'a dit, Monsieur Ehlers comme Gérald Briand, qui démontre la vision qu'on a d'une ville et de son évolution. Et donc je pense que c'est très bien qu'on puisse avoir un débat clair là-dessus. Et effectivement, on n'est pas obligé de partager tous la même idée de l'évolution de la ville, mais ce qu'il faut, c'est le dire. Et il faut dire les choses clairement, il faut dire ce qu'on veut. Et ce que je recommande à tous dans ce débat, c'est d'en profiter pour dire effectivement quelle est la vision de la ville. Et ça passe par un peu de clarté, quoi. Dire les choses clairement. Et il y a des questions auxquelles il faut qu'on réponde. Et moi, je trouve ça bien qu'on n'ait pas la même réponse, mais il faut y répondre, et notamment sur la question des mixités. Monsieur Ehlers a parlé des mixités d'habitat. Émile Meunier a parlé des mixités d'usage. Il faut une réponse à ces questions. Mais on ne peut pas manier les paradoxes par habileté rhétorique sur un sujet aussi important que celui-là. Et en tout cas, c'est ce que j'espère que notre débat a pu un tout petit peu éclairer. Et donc, je vais mettre aux voix la délibération DU 142 PLU, approbation du projet de plan local d'urbanisme bioclimatique, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté et je vous en remercie. Et rendez-vous, bien sûr, au Conseil de Paris aussi sur ce sujet. Enfin, dernière délibération pour aujourd'hui qui concerne l'urbanisme, et la parole est à Éric Ehlers concernant la ZAC Chapelle-Charbon et l'avenant numéro 3 au traité de concession signé avec la SPL Paris et Métropole Aménagement, dont je rappelle que je suis le président, et donc il me revient de laisser Sarah Proust diriger ce débat, et je crois qu'il faut même que je m'en aille. Donc je vous laisse le temps que vous discutiez de ce très beau projet. Et la parole est à Éric Ehlers. En ce qui me concerne, je ne discuterai pas très longtemps. C'était juste pour indiquer que nous voterons contre ce projet dans la ligne de nos votes précédents sur ce secteur. Merci, Monsieur Ehlers. Nous allons donc passer maintenant à cette délibération aux voix. Mario. Oui, pardon, excuse-moi, Mario. L'intervention est amenée pas un... Non, c'est toujours pareil. Enfin, je pense que vos contradictions ont déjà été soulignées. Vous évoquez le savoir-faire français, l'esthétique parisienne, et vous votez contre un projet qui revient vraiment sur les modes constructifs, bois, haussmannien. Je vous avais fait une petite boutade sur la paille, je me souviens. Mais non, vous votez contre. Vous votez contre. Voilà, écoutez, très bien. Eh bien, dans ce cas, on va passer au vote. Alors, qui vote pour cette délibération? Qui vote contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée.